Bonjour à tous. Alors je vais vous lire une nouveauté en français, Contrôle mental sur l'Amérique, avec une introduction d'Anthony Sutton. L'ouvrage est de Stephen Jacobson, donc sorti récemment aux éditions Ethos. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc l'ouvrage d'origine est sorti en 1985, Mind Control in the United States. Donc rapidement, Stephen Jacobson a travaillé dans l'industrie cinématographique pendant plus de 13 ans, et ensuite il a quitté l'industrie cinématographique pour se consacrer à des études sur le contrôle mental et l'utilisation de la programmation hypnotique dans les médias de masse. Ses recherches l'ont amené à produire la série Contrôle mental sur l'Amérique. L'objectif premier de Jacobson est d'attirer l'attention du grand public quant à l'utilisation de l'hypnose sur les foules et la manipulation de masse. Anthony Sutton, est-ce que c'est la peine de vous le présenter? Alors pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, il a été chercheur au sein de la Hoover Institution de l'université Stanford de 68 à 73. Au sein de la Hoover Institution, en 72, il subit la censure de la part de son directeur de recherche qui tente d'empêcher la publication de son livre National Suicide. Il se fera surtout connaître pour son livre America's Secret Establishment, dans lequel il analyse la société secrète Skull and Bones. Et il a écrit d'autres choses aussi sur Wall Street, la révolution bolchevique, etc. Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des personnes est souvent la vérité. Jean de la Bruyère. Introduction. Le moyen le plus efficace de se prémunir contre la manipulation subconsciente est de prendre conscience de son fonctionnement. Stephen Jacobson est un cinéaste expert des techniques subliminales employées par les médias communicants. La perception subliminale est un processus, un procédé délibéré créé par les techniciens de la communication, par lequel vous captez des informations, y répondez et recevez des instructions sans en être conscient. Effrayant, et comment? Tel que Jacobson le détaille dans ce livre, cela se produit aujourd'hui en Amérique. Contrôle mental sur l'Amérique est une introduction à l'histoire et à la pratique de la communication subliminale qui présente les principes de la programmation mentale, à savoir qu'une diversion initiale doit être suivie de consignes répétées et vous explique comment ces méthodes sont mises en œuvre. En outre, ce livre vous révélera quand et où ces techniques furent employées. Les cas cités par Jacobson vont de l'In-Flight Motion Pictures Company, qui est un fabricant d'équipements de cinéma et diffuseur de films utilisés sur les vols commerciaux dans les années 70. Donc avec la diffusion de ces films embarqués jusqu'aux films destinés au grand public tels que Reefer Madness, L'Exorciste ou My World Dies Screaming. Les répercussions sur le public sont synthétiquement décrites. Le cas du film L'Exorciste est particulièrement intéressant. William Peter Blatty, auteur du roman et producteur du film, est un ex-agent de la CIA. Blatty a connu une longue carrière dans le domaine de la manipulation psychologique menée par le gouvernement. Il faut être bien naïf pour prétendre qu'il n'y a aucun lien entre la carrière de Blatty à la CIA et ses choix en termes de techniques de communication. De même, des techniques subliminales sont utilisées à la radio et à la télévision. Les recherches actuelles se sont fortement orientées vers la perception extrasensorielle, PES, l'utilisation de la méditation et de drogues, comme la marijuana, pour générer des états modifiés de conscience. Les expériences hors du corps sont, semble-t-il, mieux documentées, dans la mesure où les recherches ont dépassé le stade de la croyance générale. Qui est responsable de ces expériences intrusives menées sur des individus libres au sein d'une société libre ? L'auteur Jacobson présente des exemples successifs qui identifient l'establishment occidental, cette clique composée du Council on Foreign Relations, CFR, du groupe Bilderberg, ainsi que d'autres groupes élitistes hétéroclites qui exercent l'autorité véritable. Jusqu'à la Maison-Blanche, la tromperie fut pratiquée non seulement par le maître de la tromperie Richard Nixon, mais aussi par les présidents Johnson, Carter et Reagan. Au niveau des entreprises, toutes les grandes agences de publicité ont expérimenté la manipulation subliminale. La tromperie a servi à masquer l'érosion généralisée de nos libertés garanties par la Constitution. Malheureusement pour nous, le roman 1984 de George Orwell avait vu juste. Ce qui est alarmant, c'est que vraiment très peu de citoyens réalisent que la tromperie fait déjà partie du cadre social. Nous ne savons pas que 1984 est déjà là, parce que nous avons été conditionnés pour ne pas le remarquer. Alors, petite parenthèse, malgré la pub de Steve Jobs en 1984 pour le Macintosh,
Mais bon, 1984 était dérivé commercialement par Steve Jobs, donc les gens n'ont pas relevé les similarités avec ce qui était dit par anticipation dans 1984. Fin de la parenthèse. De la même manière, les médias ont créé un état de trouble intérieur chez les citoyens en mettant en scène la violence, le chaos et des agissements insensés. Cet état intérieur se reflète sur le monde chaotique extérieur. Que pouvez-vous faire ? Nous espérons que ce livre renforcera votre scepticisme à l'égard de l'establishment et ses représentants. Bien que ce soit peu évident, vous avez un devoir de liberté à trouver la vérité et à la répandre. Contrôle mental en Amérique vous sera d'une aide précieuse dans cette tâche. Du moins, vous serez en mesure de savoir qui a cherché à vous laver le cerveau et de quelle manière il a procédé. Anthony C. Sutton, Californie, 1985. Chapitre 1er, 1984. Dans le livre 1984, George Orwell nous met en garde contre le risque de voir les individus perdre leur qualité humaine et leur liberté d'esprit sans qu'ils en aient conscience, en raison de l'ingénierie psychologique. On nous a appris à nous familiariser avec le fait que la Russie et la Chine recourent à des méthodes de contrôle mental sur leurs citoyens, et non le monde libre, entre guillemets. Pourtant, les mêmes méthodes sont utilisées aux États-Unis. Le moyen le plus efficace de se prémunir contre la manipulation subconsciente est de prendre conscience de son fonctionnement. Les techniques utilisées pour asservir l'esprit sont les mêmes que celles utilisées pour libérer l'esprit. Chapitre 2. Les principes de la programmation mentale. Le moyen le plus efficace de subjuguer un homme est de s'emparer de son esprit. Contrôlez l'esprit d'un homme et vous contrôlerez son corps. La plupart des gens ne prêtent pas une attention consciente aux choses qui les affectent inconsciemment. Ils ne savent généralement pas quels signes chercher. Cependant, lorsqu'on les pointe du doigt, ces signes peuvent être identifiés et compris. Les principes du contrôle mental, de la suggestion hypnotique et de la programmation mentale sont anciens. Le terme utilisé importe peu, les principes restent les mêmes. L'objectif est de suspendre les processus de pensée exécutés par l'esprit conscient afin de provoquer un état de pensée qui ressemble à une sorte de rêve éveillé. Interrompez la pensée consciente et l'esprit se trouvera alors dans son état le plus suggestible et sera plus réceptif à la programmation qu'à tout autre moment. Par conséquent, le premier principe du contrôle de l'esprit est la distraction. La distraction détourne l'attention de l'esprit conscient sur un ou plusieurs des 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, de manière à programmer l'esprit subconscient. Tous les gens n'ont pas les mêmes pensées, mais tous les gens pensent avec le même mécanisme, le cerveau. Une partie du cerveau traite les informations, étape par étape, comme un ordinateur. Il s'agit du côté gauche du cerveau qui utilise le langage et qui est également identifié comme l'esprit conscient. Les outils de l'esprit conscient sont les mots, parler, écrit et penser, les images et les sons. L'esprit conscient discrimine, évalue, accepte ou rejette. Parfois, plus vous réfléchissez à un problème, et plus vous vous éloignez de sa solution. Parfois, plus vous réfléchissez à un problème, et plus vous vous éloignez de sa solution. Lorsque cela se produit, vous prenez des décisions en fonction de ce que vous ressentez. Je ne suis pas arrivé à ma compréhension des lois fondamentales de l'univers à travers mon esprit rationnel, a déclaré Albert Einstein. Les pouvoirs de l'intuition sont les pouvoirs de l'esprit subconscient. Le côté droit du cerveau est le siège de l'intuition, de la créativité, des émotions. Utilise la force, Luke. La force est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Fais confiance à tes émotions et non à l'ordinateur. Fin de la citation. La force dans Star Wars est la version hollywoodienne d'un principe ancien. Pensez à votre esprit subconscient comme si c'était votre lien avec la force. Pensez également à votre esprit subconscient comme à votre propre source d'énergie personnelle. Imaginez maintenant que vos pensées conscientes dirigent cette source d'énergie et puisent leur puissance dans la force. C'est la relation entre l'esprit conscient et le subconscient. Ce que l'esprit conscient croit, le subconscient le met en pratique. Cela fonctionne comme la programmation d'un ordinateur. Vous introduisez des informations dans un ordinateur et l'ordinateur agit en conséquence. Cependant, si les informations que vous lui transmettez sont erronées, il les utilisera quand même. Si vous vous fournissez vous-même des informations incorrectes ou si d'autres personnes vous fournissent des informations incorrectes, les banques de mémoire de votre subconscient ne corrigent pas l'erreur et agissent en fonction d'elle.
Lorsque vous suspendez vos pensées conscientes et que votre esprit se vide, celui-ci atteint alors son état le plus suggestible. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes le plus réceptif à la programmation mentale. Cet état d'esprit est comparable à un rêve éveillé. À présent, retenez le premier principe de la programmation mentale. Ce principe est la distraction. La distraction concentre l'attention de l'esprit conscient sur un ou plusieurs des 5 sens afin de programmer l'esprit subconscient. Le même principe s'applique à toute forme d'illusion ou de tromperie, de magie et de propagande. Le deuxième principe de la programmation mentale est la répétition. La distraction et la répétition constituent le processus d'apprentissage. Imaginez-vous en train d'étudier à l'école. Vous lisez un livre. Vos yeux sont concentrés sur la page du livre. Les mots sur la page sont la distraction consciente pour vos yeux. L'information que vous lisez est programmée directement dans votre subconscient. Vous n'analysez pas consciemment le matériel que vous lisez jusqu'à ce que vous détourniez le regard de la page et y réfléchissiez. C'est à ce moment-là que vous avez la possibilité d'analyser l'information que vous venez de lire et de l'accepter comme vraie ou bien de la rejeter comme fausse. Si vous acceptez l'information comme vraie, elle sera programmée comme telle dans votre subconscient. Si vous rejetez l'information comme fausse, elle sera programmée ainsi dans votre subconscient. Cependant, si vous ne savez pas si l'information est vraie ou fausse, une chose curieuse se produit. Votre confiance envers la source d'information déterminera si vous acceptez ou non l'information. Si vous ne croyez pas qu'un livre puisse contenir des informations fausses, involontairement ou intentionnellement, vous accepterez ces informations comme vraies, même si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne les comprenez pas. Cela est particulièrement vrai à l'école, où l'on est poussé à accepter ce qui est présenté comme vrai, parce que c'est ce que l'on attend de vous, et que cela détermine votre note et votre avenir. La répétition de l'information s'imprègne dans votre subconscient, si bien que votre acceptation de sa vérité, exactitude, deviendra une réponse toute conditionnée. Vous accepterez cette information comme vraie, sans réfléchir, à chaque fois qu'elle vous sera présentée à nouveau. Chapitre 3. Le pouvoir de la musique. Pensez à un moment où vous avez été attristé par une chanson. Vous avez peut-être versé une larme. Vous l'avez peut-être ressenti dans votre estomac sous la forme de tension musculaire. J'ajouterai, petite parenthèse, pensez à votre premier slow ou... Voilà, et l'impression que... Le pouvoir de la musique a toujours été reconnu au fil de l'histoire. Platon et Aristote pensaient que les gens pouvaient être contrôlés par la musique. Elle affecte votre corps, votre esprit et vos émotions. Le son provoque des changements dans la chimie du corps, la pression sanguine, la respiration et la digestion. Même les sons que vous ne pouvez pas entendre vous affectent. Les infrasons de basse fréquence affectent vos organes internes et peuvent provoquer des maux de tête, des nausées, des vertiges et de la fatigue. Alors, petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle, moi, une de mes hypothèses concernant notre monde et nos élites malfaisantes, c'est que je pense qu'ils peuvent nous affaiblir le moral et la volonté par les sons. Les gens qui sont un peu renseignés savent très bien que chaque fréquence correspond, si elle est diffusée continuellement, chaque fréquence correspond à un mal ou une maladie qui peut être soit amplifiée, soit résolue. Et comment s'y prendrait-on pour que les sons, les vibrations qui seraient diffusées via on ne sait quel moyen, par micro-ondes ou autre, je ne sais pas, comment s'y prendrait-il pour que nous ne l'entendions pas avec nos oreilles? Eh bien, il pourrait utiliser toutes les fréquences en dessous de 20 Hz, fréquence très grave, ou toute fréquence au-dessus de 16 000, 20 000 Hz, fréquence très aiguë. Il pourrait même, ça c'est une de mes hypothèses, utiliser des harmoniques secondaires de fréquence principale. C'est-à-dire que, imaginons qu'une fréquence de 10 000 Hz s'entende à l'oreille humaine. Ça ferait en permanence genre... ça serait grillé. Donc peut-être qu'ils utilisent des harmoniques secondaires créées par les 10 000 Hz, donc c'est-à-dire qu'ils vont réverbérer, j'en sais rien moi, dans les 100 000. Exemple, hein, je ne sais pas. Il y a des ingénieurs qui savent calculer ça. Et là, vous n'entendriez rien et ça pourrait vous rendre malade. Et je sais pas si vous aviez relevé, il y a 4-5 ans, aux infos, c'était passé juste une fois,
on avait dit que les États-Unis ou la CIA avaient expérimenté un bombardeur de fréquences sur une ambassade de Cuba, dont il avait été avéré, reconnu par la suite, que la plupart des employés avaient eu des nausées et des maux de tête, d'estomac, etc. Ça m'avait beaucoup intéressé. On n'en a plus reparlé depuis. Essayez de chercher sur Internet, voir s'il y a encore des traces. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, même les sons que vous ne pouvez pas entendre vous affectent. Les infrasons de basse fréquence affectent vos organes internes et peuvent provoquer des maux de tête, des nausées, des vertiges et de la fatigue. La musique rapide accélère le système nerveux, tandis que la musique lente le ralentit. L'ensemble de votre corps est sensible au son. Les sons vibrent dans différentes parties du corps. Les sons graves vibrent dans les parties inférieures de votre corps, tandis que les sons aigus vibrent dans les parties supérieures et jusque dans la tête. Donc ça, c'était suite à une étude de Stephen Halpern du Spectrum Research Institute de 1978, Tuning the Human Instrument, page 47. La superstar du rock des années 60, Jimi Hendrix, disait « Vous pouvez hypnotiser les gens avec la musique, et lorsque vous les atteignez dans leurs points faibles, vous pouvez prêcher dans leur subconscient ce que vous voulez dire. » Une grande partie de la musique rock populaire d'aujourd'hui est construite autour d'un modèle de basse lourde, plus forte que la mélodie. Ces fortes vibrations de basse fréquence et le rythme entraînant de la plupart des musiques rock affectent l'hypophyse. L'hypophyse, donc, ou glande pituitaire, est une glande endocrine qui sécrète de nombreuses hormones. L'hypophyse produit des hormones qui contrôlent les réactions sexuelles des hommes et des femmes. Ces vibrations de basse fréquence font vibrer les parties inférieures de votre corps de sorte que la musique vous fasse du bien. Il est important de noter que les paroles de nombreuses chansons rock sont difficilement discernables consciemment. Rappelez-vous que votre esprit subconscient entend tout. La répétition du message constitue une programmation mentale. Les études indiquent que des écoutes répétées, qu'elles soient désirées ou non, donnent lieu à l'acceptation et même à l'appréciation. Alors, petite parenthèse à ce propos, même moi qui suis très peu réceptif aux publicités, à la répétition, mais bon, là, je devais avoir 13 ans, j'avais entendu un des singles de l'album Discovery des Daft Punk sur Radio FG, et il me plaisait pas du tout. Je crois que c'était Harder, Better, Faster, Stronger ou One More Time. Et je me disais, c'est quoi ce truc? Bon, j'ai jamais entendu ça auparavant, mais c'est barbare, j'aime pas. Après, je suis allé chez Virgin, j'ai écouté l'album, je me suis dit, bon, il y a des trucs pas mal, je sais pas, c'est intéressant. Et quand je suis rentré à la maison, deuxième passage de l'album, j'appréciais le morceau qui était passé à la radio. Troisième passage, je commençais à l'adorer. Quatrième, et ainsi de suite, quoi. Donc, effectivement, la répétition est très importante, et les radios utilisent ce principe. Lorsque vous n'entendez pas clairement le message, vous ne pouvez pas faire le choix conscient de l'accepter ou de le rejeter. Dès lors que vous êtes dans l'incapacité de faire ce choix ou qu'on vous enlève ce choix, le message est alors programmé directement dans votre subconscient à votre insu, contournant ainsi l'analyse et le choix d'accepter le contenu du message. Avec le temps, les effets de ce type de programmation se manifestent. Ces effets peuvent être physiques, psychologiques et émotionnels. La plupart des gens ne prêtent guère une attention consciente aux choses qui les affectent inconsciemment, faute de savoir quels signes chercher. Cependant, lorsqu'on les pointe du doigt, ces signes peuvent être identifiés et compris. Les recherches ont démontré que le subconscient est capable de déchiffrer des images miroirs, même inversées. Cela s'applique également aux mots prononcés ou chantés à l'envers. Vous avez toutes les sources qui sont en bas de page si vous souhaitez aller plus loin. Ce procédé se nomme le backward masking ou backmasking. Les Beatles ont commencé à utiliser le backward masking sur leur White Album avec la chanson Revolution No. 9. La chanson dit à plusieurs reprises Number 9, Number 9. Jouée à l'envers, elle devient Turn Me On, Dead Man. Allume-moi, homme mort. Des rumeurs ont circulé dans le monde entier. Paul est mort. Le contenu relatif à la mort de Paul a été intégré à l'album Magical Mystery Tour dans les derniers sillons de la chanson Strawberry Fields. Une voix basse dit « J'ai enterré Paul ». Donc là, on parlerait de Paul McCartney.
Il y a 2000 ans, Platon exigeait une censure stricte de la musique populaire dans sa république utopique. Dans l'Allemagne nazie, le gouvernement utilisait la musique pour créer un certain état d'esprit chez le peuple allemand. Donc à ce propos, il y a un livre de Lynn E. Moeller, Music in Germany During the Third Reich, The Use of Music for Propaganda, 1980. Dans l'Union soviétique, une commission d'État déterminait le type de musique à écouter. Si la musique était un outil de contrôle si puissant en Union soviétique, elle peut servir de la même manière aux États-Unis et dans le reste du monde. L'ayatollah Khomeini, leader de l'Iran, a exercé un contrôle strict sur la diffusion de la musique et a interdit certains genres de musique car il considérait qu'ils représentaient une menace pour son pouvoir. Dans le livre 1984 de George Orwell, la musique est rigoureusement contrôlée en raison de son pouvoir de communication et d'influence sur le comportement humain. Chapitre 4. Télévision, radio, cinéma. Regarder la télévision crée souvent un état de conscience altéré, car l'écran de télévision, qui semble statique, scintille en réalité. Quels sont les facteurs qui entraînent un état modifié ? Dans le cas de l'hypnose, il est question de relaxation corporelle et de rythme de voix soigneusement structuré. L'hypnotiseur parle avec un débit régulier, comme s'il faisait cadencer ses paroles sur le rythme d'un métronome. Alors, petite parenthèse, est-ce que vous avez remarqué comme moi que depuis 5 à 10 ans, progressivement, les voix des journalistes, entre guillemets, dans tous les cas ceux qui commentent les mini-reportages sur les journaux télévisés du midi ou du soir, font exprès d'utiliser un ton comme s'ils parlaient à des débiles. Je vais essayer de vous faire un exemple. Aujourd'hui, l'entreprise Dupont semblerait en faillite. Monsieur Machin a dit que effectivement... Nanana. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'ils parlaient à des enfants ou à des débiles. Ça, c'est fait exprès. Et même, je dirais qu'ils sont briefés sur cette diction. À vrai dire, tout modèle lumineux ou sonore répétitif peut vous faire entrer dans l'état d'esprit hypnotique, un état d'esprit semblable au rêve éveillé. Il s'agit d'un état de conscience altéré. Rappelez-vous les moments où vous êtes surpris vous-même à regarder fixement l'écran de télévision, perdant toute notion de temps et d'espace. Lorsque vous suspendez vos pensées conscientes et que votre esprit se vide, celui-ci atteint alors son état le plus suggestible. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes le plus réceptif à la programmation mentale. Pensez aux nombreuses fois où vous avez reçu des messages clignotants dans des publicités télévisées locales et nationales. Ces mots clignotants constituent une distraction consciente pour les yeux. Pendant que les yeux sont occupés, le message prononcé est programmé directement dans votre subconscient. Tout ce qui est perçu consciemment peut être évalué, critiqué, discuté, argumenté et éventuellement rejeté. Mais toute information programmée de manière subliminale vers votre esprit subconscient ne rencontrera aucune résistance. L'information subliminale est stockée dans votre cerveau avec une identification qui déclenchera une sorte de réaction d'alarme différée capable d'influencer votre comportement. Ah oui, il y a un bouquin qui est pas mal, effectivement. Subliminal Seduction, page 135, de Key. Celui-là, effectivement, je l'ai. C'est du lourd, entre guillemets. Et les publicitaires de l'époque le lisaient, dans les années 80. Le 22 juin 1956, la British Broadcasting Corporation, BBC, expérimenta la projection d'images subliminales à la télévision. Alors, petite parenthèse, ils avaient déjà expérimenté, avec Wells, dans les années 20. Il y avait une radiofiction qu'il avait réalisée et c'était comme si, avec les sons, etc., c'était comme si, en fait, les extraterrestres nous attaquaient. Et le gouvernement, enfin, la BBC, le gouvernement anglais, a pu analyser la hantise produite, la panique qui commençait à être produite dans la population. Et donc, c'était Orson Welles. Comme par hasard, c'était une étude expérimentale où on voulait voir la réaction des gens. Donc, ils n'en étaient pas, la BBC, à leur première pratique. Et donc, la BBC expérimenta en 1956 la projection d'images subliminales à la télévision. Les images étaient diffusées à l'écran bien trop rapidement pour être vues consciemment, mais elles marquaient le subconscient. La perception subliminale est le processus par lequel vous recevez et répondez à des informations visuelles et sonores sans en être conscient. Donc, petite parenthèse, si vous mettez par exemple une image sur 25 en Europe ou une image sur 29,97 aux États-Unis,
Votre subconscient va le percevoir, mais pas votre conscient. L'œil et la mémoire de l'œil le verra, mais pas votre conscient. Par contre, si vous ralentissez le film, là, vous êtes plus susceptible de le voir, surtout si vous êtes en cadence image par image. Le message sous forme de mots imprimés, d'images ou de voix est présenté soit si rapidement, soit si faiblement que le spectateur n'est pas conscient d'avoir vu ou entendu quoi que ce soit. L'expérience de la BBC a été suivie d'une expérience de la Canadian Broadcasting Corporation qui a procédé de la même manière en projetant des images subliminales. Le réseau commercial de télévision et de radio-télévisa au Mexique a largement expérimenté les techniques de diffusion subliminale. Aux États-Unis, la station de télévision WTWO, située à Bangor, dans l'État du Maine, a réalisé une expérience en novembre 1957. Alors, petite parenthèse, ce qui me vient à l'esprit, c'est un épisode de Columbo qu'il faut absolument que vous regardiez si vous ne connaissez pas. En anglais, il s'appelle Double Exposure. Et vous verrez, c'est passionnant. Ce qui d'ailleurs est un des épisodes qui m'a fait comprendre que Columbo, à l'époque, a fait beaucoup pour prévenir la population des choses qui se produisaient à l'époque même, de façon contemporaine, et essayer de changer un petit peu le système de l'ancien monde, pour commencer à aller vers un nouveau. C'est-à-dire même, ce Columbo ne correspond pas aux standards de l'époque, il fallait avoir l'air sérieux, être bien habillé, etc. Lui, il arrive toujours avec à moitié sale, avec toujours les mêmes habits, et il suit plus son intuition, son instinct, que la conscience logique. Un petit peu d'ailleurs comme plus tard la série Le Mentaliste. Et je pense que ça a eu son rôle à l'époque. Fin de la parenthèse. Les expériences ne se sont pas limitées à la télévision. En 1958, la station de radio WAAF, située à Chicago, a diffusé des publicités subaudibles, donc sous-audibles. La station Cole de Seattle diffusait des messages enregistrés à peine audibles sous la musique jouée par ses animateurs. L'un des messages disait « Que diriez-vous d'une tasse de café ?» et un autre « Quelqu'un est à la porte ». Le psychologue et chercheur en marketing James Vicary a testé des publicités subliminales dans un cinéma du New Jersey. Ça s'affichait, là il y a les photos. Vous avez faim, mangez du popcorn et buvez du Coca-Cola. Était projeté sur l'écran sur une durée de 1/3 millième de seconde, cela toutes les 5 secondes durant toute la séance. Les ventes de popcorn et de Coca-Cola se sont envolées. Donc la source pour ça, c'est Hidden Cell Technique is Almost Here dans Life du 31 mars 58. Le 8 décembre 1972, le New York Times rapportait que la société In-Flight Motion Pictures allait commencer à commercialiser des publicités subliminales intégrées au film qu'elle distribuait à toutes les grandes compagnies aériennes. Alors, petite parenthèse, pour ceux d'entre vous qui veulent les chiffres de l'expérience avec le popcorn et le Coca-Cola, on a constaté une augmentation des ventes de 18,1% pour le Coca-Cola et de 57,8% pour le popcorn. Partout dans le pays, des commerces réduisent les vols de 30 à 50% en moyenne en diffusant des messages subliminaux tels que « Je ne volerai pas ». La société Stimutex, située à East Lansing dans le Michigan, commercialise un système vidéo informatisé qui diffuse des messages subliminaux sur votre télévision pendant que vous regardez vos programmes habituels. Les messages subliminaux sont élaborés par une équipe de psychologues dans le but de modifier les schémas de pensée et le comportement du téléspectateur. Au moyen de ce qu'on appelle le procédé Precon, l'image d'un crâne ou bien des mots comme « sang » furent projetés de manière subliminale dans le film « My World Dies Screaming ». Certains mots et certaines images déclenchent des réactions émotionnelles intenses chez les gens. Des expériences en laboratoire révèlent que les gens réagissent à des mots tels que sang ou à des images de crâne par une accélération du pouls, une accélération de la transpiration, une transpiration des paumes ainsi que d'autres manifestations indiquant d'intenses émotions. Le film L'Exorciste utilise à la fois des sonorités et des images subliminales. Donc, rappelez-vous, le réalisateur, c'était un ancien de la CIA. Alors, certains d'entre vous vont me dire, une de tes expressions favorites, c'est comme par hasard. Ben oui, sauf qu'on est malheureusement conforté dans notre vision des choses, par tout ça.
Donc, à plusieurs reprises au cours du film L'Exorciste, le visage du père Karras se transforme en une sorte de visage ou masque maléfique, affiché en plein écran. 24 images du film sont projetées à la seconde. Le visage maléfique apparaît sur l'écran 1/48e de seconde. Le mot pig, porc, apparaît à plusieurs reprises dans le film sans qu'on s'en aperçoive consciemment. Le couinement terrifiant de porc en train de se faire égorger est subtilement intégré à la bande sonore. Le bourdonnement d'abeilles agitées et furieuses se glisse dans plusieurs scènes tout au long du film. Les gens se sont réellement évanouis en grand nombre lors des projections. Beaucoup d'autres ont eu des nausées et à des degrés divers, et beaucoup d'autres encore ont fait des cauchemars perturbants. Il est intéressant de noter que William Peter Blatty, l'auteur du roman L'Exorciste et le producteur du film, est un ancien agent de la CIA, ayant occupé le poste de chef de la branche politique de la division de la guerre psychologique de l'US Air Force. Selon des documents classifiés, la CIA a testé la manipulation subliminale dans des salles de cinéma à la fin des années 50. Donc, petite parenthèse, pour moi il est évident que ce genre de réalisateur utilise le cinéma comme couverture et qu'en réalité il travaille pour, ici en l'occurrence la CIA, pour faire des expériences sur la population. Ça me paraît clair. Le film de Kung Fu de Bruce Lee, Le jeu de la mort, illustre combien il est aisé de manipuler ce que pense le public. Bruce Lee est annoncé comme la vedette, mais un acteur se fait passer pour lui tout au long du film. Des angles de caméra sélectifs tentent de le cacher. Des gros plans de Lee provenant d'autres films sont utilisés pour donner l'impression que Lee lui-même apparaît tout au long de l'histoire. Les différences entre les plans et les écarts de couleurs révèlent la technique. Le film a été monté adroitement pour mener aux séquences de combat culminantes tournées avec Bruce Lee. Le fondement de l'art cinématographique est le montage, a écrit le réalisateur russe Vsevolod Pudovkin dans la préface de l'édition allemande de son livre sur les techniques cinématographiques. Dans le cadre d'une expérience menée à l'école de cinéma de Moscou, Lev Kuleshov crée une sorte d'illusion. Il filma le visage d'une personne, puis il procéda au montage en l'associant à une chose ou situation comme le torse, les jambes ou les mains d'une femme. Un anonyme technicien de cinéma britannique est cité dans un article en première page de la London Tribune le 5 août 1949, je cite « Nous prétendons qu'avec un découpage judicieux et une utilisation adroite des angles de caméra, il est simple de tourner n'importe qui en ridicule. Nous pouvons déformer l'accentuation et le sens des discours des ministres, non seulement en découpant des déclarations, mais aussi en recourant simplement au plan long, au plan moyen et au gros plan. En effet, toute déclaration prononcée en gros plan se voit attribuer une plus grande importance à l'écran qu'une déclaration prononcée en plan large. Les tours que l'on peut jouer avec ce simple dispositif sont sans fin. Alors, petite parenthèse, ici on a des photos de l'expérience menée par Lev Kuleshov, des exemples, avec, on voit un visage qui est toujours le même, et là une image subliminale qui est de la soupe, avec le mot « faim ». La tristesse, donc on a une image subliminale d'une enfant dans un cercueil, et le désir, donc on voit une femme allongée. Et ça pour moi ce sont les prémices des expériences MK Ultra, hein, plus tard, avec ces films qui vous étaient diffusés pour laver votre cerveau. Certaines des séquences les plus spectaculaires du tremblement de terre et des incendies de San Francisco en 1906 furent truquées. Vous voulez que je relise ça ? Hein, surtout ceux qui semblent dire ou penser, les anticomplotistes, que les fake news viennent de nous. Alors que les fake news en premier sont venus et viennent des médias officiels, des gouvernements, des services secrets, etc. Hein, certaines des séquences les plus spectaculaires du tremblement de terre de San Francisco furent truquées en 1906. Les sociétés de production de métrages pour l'actualité mettent régulièrement en scène des incidents. Au cours de la Révolution mexicaine de 1914, elles se sont arrangées avec Pancho Villa pour qu'il livre ses combats en plein jour et qu'il attende que les caméras soient en place pour lancer son offensive. La plupart des reportages de la Première Guerre mondiale étaient truqués. L'hebdomadaire Literary Digest publia un article à ce sujet dans son numéro du 13 novembre 1915. Ah, attendez. Non mais je fais une petite pause là parce que je viens de réaliser quelque chose. 13 novembre 1915. Est-ce que vous vous souvenez de l'attentat du 13 novembre 2015 ? Vous vous souvenez ? Incroyable. Moi, en dehors du 11 septembre 2001, c'est
la première fois en tant que jeune adulte que j'ai commencé à me dire, mais est-ce que ces événements sont réels? Est-ce que c'est pas des attentats sous faux drapeau? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Et est-ce que ce serait un clin d'œil? Genre, c'est exactement 100 ans après, jour pour jour. Et ça correspond à l'article du Literary Digest qui a pour sujet le trucage de scène. Incroyable, hein? Et 100 ans plus tard, on a un attentat le 13 novembre 2015. Ok, c'était juste une petite parenthèse. La pratique consistant à truquer des scènes de stars en employant des imitateurs à leur place a souvent été utilisée par la série de courts-métrages documentaires The March of Time. Des exemples connus de fabrication de contenu, de recréation, d'imitation de personnalités sont documentés par Raymond Fielding dans son livre The American Newsreel. Le 30 octobre 1938, la planète Terre est envahie par des hommes venus de Mars. Enfin, pas vraiment, mais beaucoup de gens l'ont cru. New York Times, lundi 31 octobre 1938, je cite, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, et bon, c'était pas les années 20, c'était en 1938, excusez-moi. Une vague d'hystérie collective s'est emparée de milliers d'auditeurs de la radio dans tout le pays entre 20h15 et 21h30 hier soir, quand la diffusion d'une adaptation du roman de H.G. Wells, La guerre des mondes, a amené des milliers de gens à croire qu'un conflit interplanétaire avait débuté avec des envahisseurs martiens semant la mort et la destruction au sein de New York et du New Jersey. Nous sommes prêts à croire presque n'importe quoi si cela provient d'une autorité reconnue, écrit Howard Koch dans son livre The Panic Broadcast. Koch a écrit le scénario radiophonique joué par Orson Welles et son Mercury Theatre sur CBS. Des milliers de personnes ont fui une crise qui n'avait d'existence que dans leur imagination. Alors, petite parenthèse, quand on relate cet événement, bien faire la distinction entre H.G. Wells, qui a écrit La guerre des mondes, et Orson Welles, qui a écrit ce scénario. Enfin, qui a plutôt joué ce scénario. Chapitre 5, Reefer Madness et l'hypnose. Le pouvoir de l'hypnose et le pouvoir de la suggestion. Le pouvoir de la suggestion et le pouvoir de la croyance. C'est un acte de foi. L'esprit conscient ne peut être commandé par les suggestions de quelqu'un d'autre dès lors que ces suggestions sont contraires à ce que vous avez appris par votre propre expérience. Toutefois, l'esprit subconscient est susceptible d'être contrôlé par la suggestion. L'esprit subconscient a un contrôle absolu sur les fonctions, les conditions et les sensations du corps. Une parfaite anesthésie peut être générée par la suggestion. On recense des centaines de cas où des opérations chirurgicales furent pratiquées sans douleur sur des patients sous hypnose. Les symptômes de quasiment toutes les pathologies peuvent être déclenchés par la suggestion chez des sujets soumis à l'hypnose. Une paralysie partielle ou totale peut être produite, une fièvre peut être provoquée, avec tous les symptômes qui l'accompagnent, tels qu'un pouls élevé ou une température importante. En 1936, un film a utilisé la suggestion hypnotique afin de fournir aux cinéphiles des instructions pour qu'ils réalisent des actions. Il s'agit du film Reefer Madness. Projeté abondamment sur les campus universitaires et lors des séances de minuit à travers tout le pays depuis 1972, Reefer Madness recourt à des techniques hypnotiques sophistiquées afin d'encourager la consommation de marijuana, mais également de promouvoir la législation anti-marijuana. C'est complexe, c'est vrai. On se demande quels sont leurs agendas quand ils font une chose et leur contraire. Prenant la parole lors d'une réunion de l'association des parents d'élèves, le docteur Carroll, directeur d'une école secondaire, exhorte les parents à éradiquer l'assassin de notre jeunesse qu'est la marijuana. Lorsque le docteur Carroll entame son discours, il lève une feuille de papier devant lui et en lit certains faits. La feuille de papier blanche bien en vue au centre de l'écran sert de distraction pour les yeux et entraîne un état d'esprit semblable au rêve éveillé, tandis que les informations sont communiquées et programmées oralement au public. D'autres techniques d'hypnose utilisées dans le film Reefer Madness comprennent des flashs sur 2 images à différents endroits du film. Ces flashs produisent une onde corrélative dans le cerveau, ils ancrent les informations de la bande sonore dans l'esprit. Donc, petite parenthèse, ça forme ce qu'on peut appeler un trigger. Ces flashs accentuent les données de la bande sonore, les rendant plus marquantes et significatives.
Le docteur Carroll tape souvent du poing sur son bureau pour souligner un point. Cet éclat sonore soudain ancre l'information dans l'esprit. L'indice sonore ajouté renforce l'importance de l'information. Une scène contient même un pendule hypnotique. Le docteur Carroll prononce ses répliques sur un rythme hypnotique ponctué de variations de cadence, de volume et de ton, tout comme un hypnotiseur. Le docteur Carroll s'exprime avec autorité. Il s'agit là d'une technique utilisée en hypnose. Les techniques autoritaires, parfois appelées techniques paternelles, reposent sur une approche ferme, autoritaire et dominatrice. Le docteur Carroll regarde alors vers la caméra, dans les yeux du spectateur, encore une technique utilisée en hypnose. Imaginez-vous dans la salle de cinéma, puis imaginez un énorme visage sur l'écran qui vous regarde fixement. L'intention affichée de Reefer Madness était d'éradiquer la menace de la marijuana, puisqu'elle conduit à des actes de violence choquants qui aboutissent le plus souvent à une démence incurable. En revanche, on montre des jeunes gens qui se distraient en fumant de la marijuana, en faisant la fête, en dansant, en s'embrassant et en se retirant dans les chambres à coucher. En présentant des jeunes qui prennent du bon temps en fumant de la marijuana, Reefer Madness encourage les jeunes à ne serait-ce qu'essayer. En faisant l'amalgame entre la marijuana et l'héroïne, et en racontant l'histoire de gamins normaux qui deviennent fous à cause de la marijuana, Reefer Madness effraie les personnes plus âgées et leur demande de réagir. Pourquoi le film véhicule-t-il des messages contradictoires ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi l'hypnose a-t-elle été utilisée dans ce film avec un tel degré de technicité ? Les réponses figurent dans le film. Vous, homme du gouvernement, devez trouver un moyen d'y mettre fin, exige le docteur Carroll. L'homme de gouvernement répond « Bien sûr, je suis d'accord avec vous, docteur Carroll. Mais réalisez-vous que la marijuana ne ressemble pas aux autres formes de dope ? Voyez-vous, elle pousse à l'état sauvage dans presque tous les États de l'Union. Par conséquent, il n'y a pratiquement pas de commerce inter-État pour cette drogue. Du coup, le gouvernement a les mains liées. Et franchement, le seul remède efficace serait une campagne éducative à grande échelle. » Fin de citation. Certains mots déclenchent des réactions émotionnelles fortes chez les gens. Le mot « dope » est l'un d'entre eux. Ce mot est mis en avant sur la bande-son. Bien qu'on nous dise que la marijuana n'est pas comme les autres formes de dope, l'association est bien établie. Harry Anslinger fut le premier commissaire aux stupéfiants des États-Unis, poste qu'il occupa durant 32 années. Il a également été représentant des États-Unis à la Commission des stupéfiants des Nations Unies. Dans son livre « The Murderers », il parle de sa campagne contre la marijuana. En 1937, sous ma direction, le bureau a lancé 2 étapes importantes. D'abord, un plan législatif visant à obtenir du Congrès une nouvelle loi qui placerait la marijuana et sa distribution directement sous contrôle fédéral. Deuxième, c'est ce qu'ils ont fait maintenant. Il y a la Californie et puis je ne sais pas quels autres États. Ça y est, c'est fait. Deuxièmement, à la radio et dans les grands rassemblements, j'ai parlé de cette mauvaise herbe des champs, des rivières et des routes. J'ai publié des articles dans les magazines. Nos agents ont tenu des centaines de conférences devant des parents, des éducateurs, des responsables sociaux et municipaux. Dans des émissions, j'ai rendu compte de la liste croissante des crimes, incluant les meurtres et les viols. Fin de la citation. Ça y est, moi j'ai une petite idée qui me vient à l'esprit, avant même de lire la suite. Et si leur objectif avec ce genre de film, c'était de dire que la marijuana c'est quand même cool, donc dire ça aux jeunes, et dire aux plus anciens qu'il faut réguler tout ça, puisque sinon ça mène au chaos. Donc effectivement leur objectif, c'était peut-être pour récupérer des impôts dessus, c'était de contrôler ce qui leur échappait finalement, c'est-à-dire le deal de drogue, la vente de drogue. Je pense que c'était ça l'objectif. L'un des articles écrits par Harry Anslinger est paru dans le numéro de juillet 37 de The American Magazine et s'intitule « La marijuana, assassin de la jeunesse ». Il existe des similitudes frappantes entre le contenu de cet article et celui du film Reefer Madness. Tirons un exemple de l'article. En 1931, le dossier sur la marijuana du Bureau des stupéfiants des États-Unis avait moins de 5 cm d'épaisseur, alors qu'aujourd'hui, les rapports encombrent des tas de grandes armoires. Maintenant, comparons cela à ce qui figure dans le film. Le docteur Carroll est avec l'homme du gouvernement qui dit « Laissez-moi vous montrer quelque chose ». En 1930, les dossiers sur la marijuana du Bureau de la division des stupéfiants de Washington remplissaient à peine un petit dossier comme celui-ci, moins de 5 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, ils remplissent des armoires. La caméra nous montre un mur tapissé d'armoires à dossiers. Dans son livre Outsiders,
Howard S. Baker décrit comment le Bureau fédéral des stupéfiants, sous la direction de Harry Anslinger, a créé le problème de la marijuana pour pousser le public à exiger une législation. Vous imaginez? Créer quelque chose qui ne posait pas de problème, un problème, pour pousser les gens à demander d'eux-mêmes la résolution de ce problème. Vous imaginez le temps qu'ils peuvent mettre, donc entre 1930 et 2000, les années 2010, et encore tous les États n'ont pas accepté ça, encore aux États-Unis, mais ils sont patients, hein. Ça nous rappelle certaines personnes, ça, les Illuminati de Weishaupt, qui avaient une patience telle que l'intérêt de leurs agendas, de leurs projets, était d'aller au-delà des morts physiques qui arrivaient, et leurs projets, eh bien, se portaient au-delà des générations. Vous imaginez quel peut être l'agenda pour qu'il soit poursuivi sur plus de 80 ans? Incroyable. Quelle peut être la motivation de ces gens? Fin de la parenthèse. Donc, un projet de loi donnant au gouvernement fédéral le contrôle de la marijuana fut soumis au Congrès par le représentant Robert L. Doughton de Caroline du Nord, président de la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants. Le 2 août 1937, Franklin Delano Roosevelt signa la loi sur la taxation de la marijuana. Voilà, c'était ça l'intérêt. Qui entra en vigueur le 1er octobre 1937. Alors, oui, là en 1937, je ne savais pas qu'il y a eu une taxation aussitôt. Mais ce qui est arrivé dans les années 2010 aux États-Unis, c'est l'encadrement de la vente de marijuana. Ce qui va encore plus à la source des choses pour réclamer des impôts. Le but de la propagande est de diriger l'attention du public sur certains faits. Tout l'art consiste à le faire si habilement que chacun sera convaincu que les faits sont réels, écrivait Adolf Hitler dans son livre Mein Kampf, Mon combat. Il y décrit les principes d'une propagande efficace. Elle doit cibler les émotions. Elle doit se concentrer sur quelques points. Elle doit répéter ces points encore et encore jusqu'à ce que le grand public y croie. Pour être efficace, la propagande doit constamment court-circuiter toute pensée et toute décision. Elle doit agir sur l'individu de manière subconsciente. Les principes qui se cachent derrière le grand mensonge de la propagande sont les mêmes que ceux de la manipulation mentale, de la suggestion hypnotique et de la programmation mentale, la distraction et la répétition. Dans le cas de la propagande, la distraction détourne l'attention des informations authentiques et la dirige vers des informations erronées. La répétition de fausses informations les imprègne dans votre subconscient de sorte que votre acceptation de leur véracité devient une réponse conditionnée. Vous acceptez cette information comme vraie sans réfléchir chaque fois qu'elle vous est à nouveau présentée. Inutile de dire donc que c'est très utilisé dans les journaux télévisés notamment, et pour certains événements sanitaires. Donc pour moi, les premiers fabricants de fake news, ce sont les médias. C'est pas les complotistes. Faut arrêter avec ça. Mais là aussi, c'est l'inversion accusatoire. Ils nous accusent, nous, pour cacher le fait que ça vient d'eux, bien évidemment. La marijuana fait l'objet d'une grande quantité d'informations erronées, dont la plupart proviennent des années 1930 avec la soi-disant campagne éducative du Bureau fédéral des stupéfiants. La propagande n'est pas seulement destinée à influencer les opinions et les attitudes, mais aussi à provoquer des actions. La propagande gouvernementale suggère que l'opinion publique réclame ce que le gouvernement a déjà décidé de faire. Les motifs officiels invoqués par le Bureau fédéral des stupéfiants pour expliquer son opposition à la consommation de marijuana ont complètement changé en 1949-1950. Passons de l'affirmation selon laquelle la consommation de marijuana conduisait au crime et à la violence, à celle selon laquelle la consommation de marijuana amenait à la consommation d'héroïne. Interrogé par le député John Dingell du Michigan lors d'une audition devant la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants, le commissaire Anslinger a répondu « Le drogué à la marijuana devient-il un consommateur d'héroïne, d'opium ou de cocaïne ? Non, monsieur, je n'ai jamais entendu parler d'un cas de ce genre. » Cependant, en 1955, Anslinger s'est présenté devant une sous-commission du Sénat chargée d'enquêter sur le trafic de drogue illicite et a déclaré que la marijuana conduisait à la dépendance à l'héroïne. Au cours d'audition du Congrès en 1937, le docteur W.C. Woodward
conseiller législatif de l'American Medical Association, a souligné qu'il n'existait aucune preuve solide à l'appui des allégations portées à l'encontre de la marijuana, mais seulement des articles de journaux faisant état de la progression de la dépendance à la marijuana et affirmant que la marijuana favoriserait la criminalité. Ces récits furent colportés par le Bureau fédéral des stupéfiants. Sur les 17 articles condamnant la marijuana parus dans des magazines populaires entre juillet 37 et juin 39, 10 reconnaissaient l'aide du bureau en fournissant des éléments, des données, des faits, entre autres parus dans des publications de cette institution ou dans des témoignages recueillis lors d'audiences du Congrès. Alors, petite parenthèse, ça me rappelle, quand j'avais découvert sur le site même de la CIA, il y avait un petit article qui disait « Oui, nous travaillons avec Hollywood quand ceux-ci ont besoin de nous, notamment pour fournir de l'équipement militaire, de l'accès à des bases ou à des lieux secrets. Nous pouvons les aider si ils font la promotion dans leurs films des intérêts de l'armée américaine ou de la CIA. » C'était dit plus ou moins clairement, mais à partir de 2015-2016. Ils voyaient bien qu'il fallait commencer à être transparent là-dessus, parce que certains le savaient. Mais il y a un bureau, en fait, à la CIA, qui travaille avec Hollywood. C'est quasiment reconnu officiellement. Enfin, c'est reconnu officiellement. Un indice de l'influence du bureau dans ces articles se trouve dans les histoires récurrentes d'atrocités autour de la drogue qui furent communiquées pour la première fois par le bureau lui-même. Ces mêmes histoires figurent dans Reefer Madness. Chapitre 6. Le contrôle de l'information. Par une habile manipulation, les gens peuvent être amenés à croire quelque chose qui n'est pas vrai dès lors que l'information est soigneusement programmée et présentée par une autorité reconnue et respectée. L'information est traitée par le cerveau de manière très spécifique. À la base du cerveau, il existe une sorte de clapet de régulation appelé système d'activation réticulaire, chargé de filtrer les informations. Le processus semble être le suivant. Lorsqu'une nouvelle information est introduite, elle est comparée aux informations précédemment acquises, puis elle est classée. Lorsque l'information est requise, elle est récupérée et transmise à la conscience en fonction des besoins. S'il n'existe pas de fichier pour une information, un fichier est alors créé et enrichi lorsque des informations connexes sont recueillies. Si vous acceptez l'information comme authentique, elle est archivée comme telle. Si vous rejetez l'information comme erronée, elle est traitée comme telle. Cependant, si vous ne savez pas si l'information est vraie ou fausse, votre confiance envers la source d'information déterminera si vous acceptez ou non l'information, même si vous n'êtes pas convaincu ou si vous ne comprenez pas cette information. Cette dernière phrase est très importante. C'est ce qui fait la différence, malheureusement, encore aujourd'hui, avec la plupart des gens, entre ceux qui sont identifiés comme des complotistes, si vous donnent l'information, et si 6 mois après, un reportage de France TV ou n'importe quel autre média officiel vous donne la même explication, la personne lambda va croire la version des médias officiels et sans se souvenir de notre mise en garde. Pourquoi ? Parce que je rappelle, si vous ne savez pas si l'information est vraie ou fausse, votre confiance envers la source d'information déterminera si vous acceptez ou non l'information, même si vous n'êtes pas convaincu. Et la base de tout pouvoir est la connaissance secrète. Votre source d'information dépendra de qui vous êtes et de la position que vous occupez dans la société. Votre source d'information déterminera la fiabilité de vos informations. Ce que vous savez et la fiabilité de ce que vous savez détermineront tous les événements que vous vivrez. Et l'information peut être contrôlée. Les mots peuvent informer ou désinformer. On peut contrôler ce que les gens pensent en contrôlant l'information. Dans le roman 1984 de George Orwell, le principal outil d'oppression est le contrôle absolu de l'information. Tous les documents publiés sont constamment modifiés afin que l'histoire réponde aux attentes et aux objectifs du gouvernement. Petite parenthèse, ça correspond à la cancel culture qui commence à se répandre depuis quelques années. Moi j'ai toujours dit, si un jour ça arrange les think tanks, les gouvernements, etc., on fera croire de plus en plus que dans l'histoire, tel roi, telle reine, tel artiste était homosexuel, alors que ça n'était pas forcément le cas. Et ça peut être avec plein d'autres sujets, du genre, déjà dans les jeux vidéo aujourd'hui, Battlefield ou autres,
on nous ferait croire volontiers que, juste pour être en phase avec l'idéologie actuelle, on nous ferait volontiers croire qu'il y avait plein de femmes chez les fantassins, dans certaines unités, ou même, je sais pas, des femmes noires ou machin. Alors que c'était quand même très rare, voire inexistant. Faut quand même pas raconter n'importe quoi. Et dans un des derniers Battlefield, vous pouvez choisir d'être un soldat femme noire dans les années 40. C'est complète. Enfin, je veux dire, c'est peut-être regrettable. C'est pas ça le truc. Ça ne correspond pas. Ça n'est pas réaliste. Vous pouviez être une femme, etc., travailler pour l'armée, mais vous étiez à l'infirmerie ou aux communications. Il faut pas raconter n'importe quoi. Donc ça, c'est la cancel culture. Donc, tous les documents publiés seraient constamment modifiés afin que l'histoire réponde aux attentes et aux objectifs du gouvernement. Et à mon avis, hein, je continue la parenthèse, ça sera possible, tout ça, avec le deepfake, les algorithmes, et le fait de modifier des vidéos ou des images, même dans des films. C'est ça le grand danger. On est capable aujourd'hui déjà, grâce à des algorithmes, de générer une image à partir d'un texte, d'une phrase. Généré à partir de rien. Donc vous imaginez ce qu'ils sont peut-être déjà capables de faire. Et après, on va continuer à dire les fake news, ça vient des complotistes. Non, non, les fake news, ça vient des organes officiels, en premier lieu. Selon l'agenda qu'ils ont. Qui contrôle le passé, disait le slogan du parti, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Dans son livre Brainwashing in the High Schools, le lavage de cerveau dans les écoles secondaires, E. Merrill Root examine 11 manuels d'histoire américains utilisés dans l'Evanston Township High School, situé dans l'Illinois entre 1950 et 1952. Aucun de ces manuels ne précise que le gouvernement des États-Unis n'est pas une démocratie mais une république. Les pères fondateurs ont défini la structure du gouvernement qu'ils ont mis en place comme une république constitutionnelle. Aucun de ces manuels ne mentionne le mot république dans son index. Ces manuels interprètent l'histoire des États-Unis essentiellement comme un affrontement entre les riches et les pauvres, les nantis et les démunis, les privilégiés et les non-privilégiés, ce qui correspond au déterminisme économique, l'essence du marxisme, où le triomphe de l'homme du peuple est un progrès vers une démocratie populaire plus parfaite. Une tendance partagée par chacun des manuels examinés était la défense d'un gouvernement mondial où l'engagement international est préférable aux intérêts nationaux, promouvant ainsi le socialisme mondial et un grand gouvernement. Le manuel universitaire Introductory Psychology, Introduction à la psychologie, deuxième édition de Jonathan L. Friedman, publié par l'Addison Wesley Publishing Company, renferme des informations trompeuses, contradictoires et fausses. Ce livre utilise les principes de la programmation mentale pour programmer l'étudiant afin qu'il accepte des informations inexactes. Ce texte a été utilisé pour la classe 221 du cours de psychologie générale à l'Université de Caroline du Nord à Greensboro, semestre automne 1982. Ce livre définit l'hypnose comme un état de conscience produit en se confiant à une autre personne et caractérisé par une suggestibilité accrue, l'acceptation de la distorsion, l'attention sélective et autres symptômes similaires. Une partie de cette définition est vraie, le reste est fallacieux et erroné. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de se confier à une autre personne pour produire l'état d'esprit hypnotique. Le docteur James Braid a démontré que l'état d'esprit hypnotique pouvait être produit en fixant votre regard sur un objet lumineux. En fait, tout motif lumineux ou sonore répétitif peut vous conduire jusqu'à cet état d'esprit semblable au rêve éveillé. On observe une attention sélective et une suggestibilité accrue. Il y a acceptation de la distorsion uniquement lorsque des informations déformées sont transmises et que la personne ignore qu'il s'agit d'informations déformées. Le mot symptôme est généralement utilisé lorsqu'il s'agit d'une maladie ou d'un trouble. L'état d'esprit hypnotique est un état d'esprit naturel. Il ne s'agit ni d'une maladie ni d'un trouble. Le livre conclut sa démonstration sur l'hypnose en ces termes, bien qu'il y ait peu de preuves que quelqu'un ait utilisé l'hypnose à des fins maléfiques ou déplaisantes, le potentiel pour un tel usage pourrait exister. Fin de la citation. Alors, petite parenthèse, je reviens juste sur un passage où ils disent « L'état d'esprit hypnotique peut être produit en fixant votre regard sur un objet lumineux. Tout motif lumineux ou sonore répétitif peut vous conduire jusqu'à cet état d'esprit semblable au rêve éveillé. » C'est intéressant parce que lors
Dans un des derniers spectacles de Dieudonné, je ne sais plus lequel, il y a l'extrait disponible sur YouTube, il parle de la franc-maçonnerie en rigolant, et décrit un petit peu, je pense qu'il a eu des... Comment dire? Il a dû avoir des détails croustillants probablement. Et lui-même, il dit... Bon, le fait de rester devant une bougie pendant 3/4 d'heure... Enfin, il dit quelque chose comme ça. Et je pense qu'il a eu des informations... comment dire? Parce que l'humour le plus drôle est basé sur des éléments vrais. Donc, dans cette séquence d'un de ces spectacles, il dit ça... Et ça me fait penser au fait que si c'est avéré, la maçonnerie pourrait en fait recevoir les candidats dans un état hypnotique pour mieux les suggestionner. Ce serait intéressant. Fin de la parenthèse. L'agent du renseignement américain Charles McQuiston affirme que Sirhan Sirhan avait fait l'objet d'une programmation par hypnose pour assassiner le sénateur Robert F. Kennedy. Le docteur John W. Heiser Jr., président de l'International Society of Stress Analysis, a étudié les dossiers psychiatriques de Sirhan et ses entretiens. Il estime que Sirhan a subi un lavage de cerveau sous hypnose. Je cite, « Sirhan ne cessait de répéter certaines phrases. Cela a clairement révélé qu'il avait été programmé pour se mettre en transe. Il est très possible de déformer et de changer l'esprit d'une personne au cours d'un certain nombre de séances d'hypnose, déclare le docteur Herbert Spiegel, expert médical en hypnose. » Petite parenthèse, on voit très bien ce phénomène dans le film Complot de Richard Donner, avec l'acteur principal. Quand il est sous stress, il répète comme ça certains mots, ou certaines phrases, Geronimo, etc. Et très intéressant si vous ne l'avez pas vu. Hein. Enfin, c'est un film très connu dans la... J'allais dire la complosphère, non, on va pas commencer à parler comme eux. Très connu dans le milieu, voilà. Je cite, « On peut décrire le phénomène comme un lavage de cerveau, car l'esprit a été vidé de ses anciennes valeurs et émotions, lesquelles ont été remplacées par des suggestions. » Cancel culture, hein, c'est vraiment ça. Les agents à comportement modifié, connus sous le nom de zombies au sein de la communauté du renseignement, sont des individus programmés inconsciemment pour accomplir une mission donnée. Donc ça rappelle plus davantage le film avec Matt Damon, là. Comment il s'appelle ce film? Enfin, Jason Bourne, quoi. Voici ce que dit la deuxième édition du livre Introductory Psychology à propos du lavage de cerveau. Certaines personnes qui débattent de la question du lavage de cerveau semblent croire qu'il s'agit de méthodes extrêmement puissantes et quasiment irrésistibles. Cependant, il n'existe aucune preuve de l'existence de telles méthodes. En fait, les tentatives de lavage de cerveau dont nous avons connaissance n'ont jamais été particulièrement couronnées de succès. Mauvaise foi. Il est intéressant de noter que, bien que davantage d'articles aient été publiés au sujet de la perception subliminale que sur de nombreux autres thèmes liés à la psychologie, la place accordée à cette question dans la plupart des manuels généraux est infime, voire inexistante. Donc, ce qu'il dit là, c'est que, en général, il faut se méfier quand il y a un trop grand différentiel entre le fait qu'il y ait beaucoup d'études sur un sujet et que on relate très peu dans les ouvrages la question du lavage de cerveau, c'est qu'il y a un problème. L'éducation publique générale n'est qu'un simple artifice visant à façonner les gens pour qu'ils deviennent parfaitement conformes et semblables les uns aux autres. Et comme le moule dans lequel cette éducation place les gens correspond aux attentes du pouvoir prédominant, un despotisme est établi sur l'esprit, menant par tendance naturelle à un despotisme sur le corps, a déclaré John Stuart Mill dans The Occult Technology of Power, page 31. Ce dernier paragraphe, là, il faudrait l'afficher quelque part, c'est tellement bien dit. Enfin, je continue. L'éducation des jeunes est un moyen de les conditionner à ce qui adviendra plus tard, ce qui annihile la distinction entre propagande et enseignement. La propagande ne peut fonctionner efficacement sans éducation. L'esprit est conditionné par de grandes quantités d'informations qui s'enregistrent comme des faits et des connaissances délivrées pour des motifs inavoués. Les éduqués et les intellectuels sont les plus vulnérables à la propagande car ils absorbent la majeure partie des informations de seconde zone et se jugent au-dessus du pouvoir de la propagande. L'édition du 22 août 1982 du Winston-Salem Journal renferme un article du New York Times News Service titré « Some experts doubt the power of subliminal messages ». Certains experts doutent du pouvoir des messages subliminaux.
Je cite, « Parmi les affirmations et les contre-affirmations concernant le pouvoir et le caractère omniprésent des techniques subliminales, peu de preuves scientifiques viennent appuyer l'une ou l'autre de ces affirmations. Plusieurs psychologues remettent aujourd'hui en question l'idée même selon laquelle les gens pourraient être influencés de quelque manière que ce soit par des messages qu'ils ne peuvent pas voir ou entendre consciemment. Gardez à l'esprit que la propagande détourne notre attention des informations authentiques et la dirige vers des informations erronées si vous n'êtes pas convaincu ou si vous ne comprenez pas cette information. » Thomas Jefferson a dit « Celui qui ne consulte jamais les journaux est mieux informé que celui qui les lit, dans la mesure où celui qui ne sait rien est plus proche de la vérité que celui dont l'esprit est rempli de fausseté et d'erreurs. » Tout à fait vrai, ça. L'article se conclut par une citation de Charles F. Adams s'exprimant au nom de l'American Association of Advertising Agencies, Association américaine des agences publicitaires en 1981. « Nous sommes convaincus qu'il n'y a aucune publicité subliminale en Amérique aujourd'hui. » Toutes les grandes agences de publicité d'Amérique du Nord ont financé des recherches approfondies sur la perception subliminale. Le livre de Vance Packard, The Hidden Persuaders, Les persuadeurs occultes, publié en 1957, révèle que l'industrie américaine étudie l'utilisation de messages subliminaux dans le but de motiver les gens à acheter ses produits. Wilson Brian Key, donc celui qui a écrit le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Ah oui, non, celui-là, c'est Media Sexploitation. Très, très intéressant, celui-là. Mais il a aussi écrit Subliminal Seduction. Les deux sont très intéressants. Donc, Wilson Brian Key a écrit 3 livres dénonçant l'utilisation généralisée et sophistiquée des publicités subliminales par l'industrie publicitaire. Les enfants sont eux aussi exploités à des fins lucratives. Je cite. « Lorsque vous vendez votre produit à un enfant, si celui-ci ne peut pas l'obtenir, il se jette par terre, tape des pieds et pleure. Vous ne pourrez jamais obtenir une réaction comme celle-ci de la part d'un adulte. Les études sur les enfants commencent dès l'âge de 2 ou 3 ans et font appel à des techniques de psychologie telles que la captation digitale, l'oculométrie et la mesure des ondes cérébrales. Les agences de publicité américaines ont exporté des techniques commerciales subliminales dans toute l'Europe occidentale, en Extrême-Orient et en Amérique latine. Fait notable, J. Walter Thompson, la plus grande des agences de publicité du monde, était l'ancien employeur de H.R. Haldeman et d'une demi-douzaine de collaborateurs à la Maison-Blanche pendant le mandat Nixon, impliqués dans le scandale du Watergate. Voilà, ce sera la fin de cette première partie, la lecture du contrôle mental sur l'Amérique. À très bientôt pour une deuxième et troisième partie. Et vous pouvez retrouver le livre donc dans la description de la vidéo. Le lien pour le livre. Je vous dis à très bientôt.